qu'on est passé d'un taux de conversion de 1,5 à 6 juste en ajoutant une VSL sur la page. Donc, ça peut aider énormément là, sur les résultats. Là. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast qui vous permet de bien démarrer sur la plateforme sans avoir trop de frustration et en atteignant rapidement de bons résultats. Il vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un des membres de la J7 Academy, à savoir Jordan Guimond de Novasite. Comment ça va, Jordan ? Ça va super bien. Toi? Écoute, ça va nickel, c'est ta première fois sur le podcast. Petit point peut-être, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux présenter un peu ton activité? Oui, sans problème. Ben, dans le fond, là, pour faire une histoire courte, là, ça fait peut-être 4 ans que je fais de la publicité. Et il y a à peu près 2 ans, là, j'ai parti mon agence, donc plus un peu avec d'autres membres, un copywriter, un designer. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'académie. Donc depuis, là, on s'est spécialisé vraiment sur Facebook Ads. On fait seulement ça. Et ben là, on travaille un peu avec plusieurs comptes là, du e-commerce, du lead gen. On ne s'est pas vraiment spécialisé, mais on gère quand même plusieurs budgets là, différents. Là. Tu es quand même beaucoup plus sur la conversion plutôt que des campagnes de trafic ou des campagnes de vidéo view. Oui, exactement. En fait, on travaille surtout avec des PME. Donc, c'est toujours, on veut que ça paye demain et pas nécessairement dans 3 ans. Donc, on se concentre toujours sur un retour sur investissement en général. Je comprends. Et tu vois, c'est intéressant. Et du coup, je m'adresse à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Mais avec Jordan, on se parlait justement dans la J7 Academy et il est venu me voir en me disant, j'ai 3 optimisations. Donc, tu as optimisé des tunnels de vente, des campagnes, etc. Mais tout en lien avec Facebook Ads qui ont donné de bons résultats. Et je me suis dit que ça serait intéressant que, au lieu que ce soit seulement moi qui en entende parler, que beaucoup plus de gens en entendent parler et puissent aussi te découvrir par la même occasion. Écoute, Jordan, je te propose de passer tout de suite à la première optimisation, donc qui concerne quel annonceur, qui concerne quelle action, qui concerne quel résultat. Je te laisse nous l'expliquer. Oui, ben en fait, je vais parler de VSL Funnel, donc Video Sales Letter. OK. En gros, c'est simplement de mettre une vidéo de vente et il n'y a pas nécessairement un format en particulier que je voulais parler. Et ça s'adresse, là, j'ai vu des bons résultats autant sur du e-commerce que sur du lead gen, que sur des infopreneurs. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de cette optimisation-là en premier parce que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Mm-hmm. Et juste pour donner peut-être des résultats concrets là, qu'on a obtenus. En e-commerce, c'est plus contextuel. Là. Souvent, quand on va utiliser une VSM, c'est difficile de placer ça un peu n'importe où. Mais sur une boutique là, en cosmétique, on est passé d'un taux de conversion de 1,5 à 6 Énorme. juste en ajoutant une VSL sur la page. Dans le fond, une petite vidéo pour présenter les produits et présenter c'est qui l'entrepreneur derrière l'entreprise. Et on a eu des résultats similaires. Mais en fait, avec mon propre Tripwire, là, j'ai augmenté mes ventes de 33% juste en ajoutant ma vidéo là, en haut de ma page. Et avec un lead gen, dans le fond, on est passé de 120 $ à 20 $ par lead. Par contre, avec cette page-là, là, on a refait la page au complet, donc c'est pas juste la VSN, mais ça a définitivement aidé aussi là-dessus. Donc, c'est vraiment une optimisation qui, en fait, c'est pas juste une optimisation. Là, la vidéo en soi, faut l'optimiser, mais ça peut aider énormément là, sur les résultats. Là. Juste pour que tout le monde comprenne, parce que tu as utilisé 2 termes que potentiellement tout le monde n'a pas, mais VSL, en fait, c'est le simple fait de, vous avez une page de vente et pour augmenter justement le taux de conversion, et c'est ce que tu viens de nous expliquer avec 3 clients qui sont complètement différents, dont toi, c'est de rajouter une vidéo qui va venir un peu, et tu vas nous donner toi ta méthodologie, comment tu construis ta VSL, qu'est-ce qu'on retrouve comme argument de vente, etc. Ou même pourquoi on lance une VSL. Mais l'idée, ça va être de convaincre la personne grâce à cette vidéo sans qu'elle ait nécessairement besoin de lire tout le reste de la page. Donc, c'est un très bon élément, moi, que je recommande aussi beaucoup, qui permet aux fainéants comme moi, qui n'ont pas envie de lire d'ailleurs, d'écouter la vidéo, de voir justement visuellement des éléments qui prouvent que l'offre que tu fais est bonne pour moi et bonne pour les autres. Donc ça, c'est le point 1, la VSL. Et un autre point que tu as mentionné, c'est le Tripwire. Le Tripwire, je vous en ai déjà parlé sur No Pay, No Play. C'est le funnel qui vous permet de générer des leads à 0 $ ou 0 €, qui est en fait simplement de vendre un produit à très bas coût, un fragment du produit ou d'un service, et ensuite, lorsqu'on passe au paiement, on vous propose justement d'augmenter un peu votre panier d'achat avec un autre objet, un autre service qui va venir compléter votre expérience. Et toi, du coup, tu l'as fait aussi sur ton propre Tripwire et tu as eu de bons résultats, c'est ça?
Ouais, exactement. Là, souvent, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met 2 versions de page, une avec l'optimisation, une sans l'optimisation. Et c'est là qu'on peut observer vraiment cette optimisation-là, à quel point ça peut nous aider. Et c'est comme ça que je suis arrivé avec le chiffre de 33 de ventes supplémentaires. C'est vraiment juste en ajoutant cette vidéo-là. Là. Et petite question, donc là, pour les personnes qui nous écoutent aussi, on est complètement sur une optimisation de tunnel de vente. C'est lié à Facebook Ads, c'est pas dans Facebook Ads, mais ça, évidemment, améliore, je suppose, ton coût par acquisition, etc. Euh, Chose intéressante que tu as mentionnée, c'est que tu l'as fait aussi pour un e-commerce. Et j'admets que j'ai très peu vu justement des VSL pour des e-commerce. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont c'était introduit? Est-ce que c'était sur le site? Est-ce que c'était sur la page d'un seul produit ou la page d'une catégorie? Oui, ben quand on a commencé, on l'a ajouté sur une page produit en particulier. Et là, c'est sûr qu'en voyant les résultats, on l'a rajouté sur plusieurs produits. Là, en fond, on a fait une vidéo par produit plus spécifiquement. Et je pense qu'il faut juste comprendre le contexte là, pour les commerces. En gros, c'est que quand on essaie de convertir avec des audiences froides, ce qui se passe, c'est qu'on voit un produit à acheter pour la première fois et là, on se demande, est-ce que je vais me faire avoir par l'entreprise? Est-ce que c'est legit? Est-ce que ça fait l'entreprise est légitime? Et là, ben justement, on veut rajouter un côté de humain, montrer c'est qui l'entrepreneur derrière, comment le produit fonctionne. Donc, c'est vraiment en ajoutant ces éléments-là qui fait en sorte qu'on est capable de développer une crédibilité, une confiance avec la personne, je pense. Trop bien, parce que c'est un point auquel j'avais pas nécessairement pensé. Est-ce que tu peux aller plus loin justement dans ton explication de la VSL, c'est-à-dire dans quel contexte tu mets en place ça, comment tu penses une VSL, comment tu rédiges, bref, nous donner un peu tes conseils de chef. Oui, ben c'est sûr qu'il faut toujours chaque contexte est différent dans le sens que si on a, par exemple, on veut générer des leads, on s'adresse à une audience froide, puis là, on a une landing page. C'est sûr que le contexte est différent que si, par exemple, on a une audience qui nous connaît depuis un certain temps, qui arrive sur notre site, on va pas avoir le même contexte. Donc, il faut vraiment s'adapter selon le parcours de notre client. Donc, il faut se mettre à la place du client et se dire, ben si moi, je voyais une publicité, par exemple, et là, je clique sur le site web, c'est quoi mon état d'esprit? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Est-ce que j'ai besoin d'être rassuré? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des preuves que ça fonctionne? Et c'est comme ça qu'on va réussir à adapter un petit peu le script de notre vidéo. Donc, c'est vraiment important de comprendre le contexte de d'où vient notre client pour réussir à adapter notre vidéo et dire les bons arguments au bon moment. OK. Donc, ça serait la première chose que je pourrais dire. Et par la suite, ben, c'est sûr qu'il faut comprendre que l'attention en lecture, c'est quand même difficile de plus en plus à garder. Donc, faire un bon copywriting sur une page, ça demande énormément d'efforts. Ça peut être difficile de garder chaque section, là, garder l'attention. Tandis qu'une vidéo, ça peut être plus rapide à faire et c'est plus dynamique. Il y a plus d'éléments. On a la voix, l'intonation, on a les bras qu'on peut bouger. Donc, on est capable de garder l'attention et ça va plus vite à créer. Donc, souvent, c'est une façon de faire pour justement capter l'attention et réussir à donner plus d'arguments facilement aux personnes. OK. Donc, j'ai perdu un peu mon fil d'idée, là, mais je pense que ça donne quand même un bon contexte sur pourquoi qu'on ajoute une VSL. Et ben aussi, l'autre chose, là, c'est que les vidéos, c'est de plus en plus populaire là, avec les formats TikTok, les formats short. Clairement. Donc, si on retourne sur le e-commerce, des fois, c'est peut-être pas de faire nécessairement toujours une VSL à proprement dit de 2 minutes, 5 minutes, mais des fois, c'est juste des petites bulles. Par exemple, review, avoir une petite bulle avec qu'on peut cliquer ou la description du produit, une petite bulle qu'on peut cliquer dans la description pour voir une vidéo ou voir le produit en action. Des fois, c'est des choses qui peuvent augmenter le taux de conversion aussi. Là. J'interromps votre épisode pour vous annoncer qu'on réouvre nos portes à des clients d'agence. Alors, on avait fermé nos portes à de nouveaux partenariats à cause du Black Friday en l'occurrence, et on peut à présent vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous êtes un e-commerce, un lead gen, un infopreneur, un SaaS, et que vous dépensez aux alentours de 30 000 euros, 30 000 dollars de budget par mois sur la plateforme, ou que vous êtes en capacité de le faire, et que vous aimeriez obtenir notre expertise de gestion de campagne, eh bien c'est très simple. Vous vous dirigez sur notre site j7media.com et vous remplissez un formulaire. On sera ravis d'échanger avec vous sur vos problématiques et peut-être même, du coup, de gérer votre compte Facebook Ads. De retour sur l'épisode. Et en termes d'exécution, maintenant, comment tu penses une VSL, comment tu l'écris si quelqu'un, du coup, demain a envie d'ajouter ça sur son tunnel de vente, sur son lead magnet, sur sa page de produit, comment il s'y prend? Donc, ben c'est sûr, la première étape, c'est de comprendre le contexte, mais par la suite, il faut savoir à qui on s'adresse exactement. Et c'est pas nécessairement en lien avec la VSL. Quand je dis ça, là, ça s'adresse vraiment quand on fait de la publicité, mais c'est faut avoir une précision vraiment chirurgicale sur c'est quoi le problème de notre prospect. Et souvent, qu'est-ce que je donne comme exemple? Mais c'est si on a un problème au cœur,
qui est-ce qu'on va voir entre un cardiologue ou un médecin généraliste? Et là, je pense que la question se pose pas vraiment, c'est quand même assez évident. Et c'est la même chose quand on fait des publicités, on veut savoir que, on a un problème et on est spécialiste dans ce problème-là. Souvent, on va être en mesure de charger plus cher. On va Ouais. avoir des arguments qui sont beaucoup plus impactants. Donc, c'est vraiment la première question qu'il faut se poser, c'est quoi le problème numéro un que notre client va avoir et qu'on peut l'aider à résoudre? Pour trouver ce problème-là, on peut se poser 2 questions. La première, c'est quand que c'est un problème un peu plus dur, je pourrais dire. Donc, on se demande c'est quoi qui va les garder éveillés la nuit? Qu'est-ce qui les empêche de dormir? Est-ce que je suis capable de résoudre ce problème-là? Mais des fois, on a des produits qui sont un peu moins... tu sais, des fois, si on vend de la crème glacée, on Ouais, va bah pas, oui. on va dormir quand même si on n'a pas eu notre crème glacée. Donc, la deuxième question que souvent on peut se poser qui peut aider, c'est si votre client pouvait claquer des doigts et résoudre un problème instantanément, ça serait quoi? Et là, si par exemple on pense à quelqu'un qui marche dehors et qui fait super chaud, peut-être qu'à ce moment-là précis, claquer des doigts, il prendrait une limonade juste parce qu'il a chaud et il a besoin de se rafraîchir. Ouais. Donc, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment intense en termes de problème. Il faut juste avoir quelque chose qui va résoudre une douleur ou va permettre d'atteindre un objectif. Et c'est 2 bonnes questions à se poser là, avant de créer sa VSL pour être sûr qu'on est bien orienté dans le script qu'on va faire. Là. Par la suite, une fois qu'on a trouvé cet angle d'accroche-là un petit peu, c'est là qu'on va créer notre script. Moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que la première étape, c'est d'avoir un hook, enfin une accroche pour capter l'attention, mais je vais la composer une fois que j'ai tout le reste de mon script vidéo de fait, simplement parce que c'est plus facile, une fois qu'on a tout le contexte, de faire une phrase d'accroche. Ça va être plus facile pour brainstormer. En gros, l'ordre des étapes, là, une vaisselle, il y a plusieurs modèles, mais un que j'aime bien, là, souvent, c'est premièrement trouver le titre accrocheur. Donc ça, je le fais à la fin. Mais pour trouver ce titre-là, c'est en gros, on va se demander qu'est-ce qui va accrocher l'attention. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est la logique? Est-ce qu'on peut se baser sur l'identité de la personne, ses rêves, un blocage? Donc, c'est plusieurs questions qu'on peut se trouver. Le but, c'est de trouver une seule accroche, une seule angle à la fois. Et il est toujours possible aussi d'en tester plusieurs. Donc, on peut faire une vidéo et tester 3 accroches différentes au montage s'il n'y a pas de problème avec ça. Et une fois qu'on a cette accroche-là, on va expliquer le problème. Donc, on va vouloir parler un petit peu de la situation de la personne. Donc, faire un peu un effet miroir de dire, peut-être que quand j'écoute la vidéo, je me reconnaisse dans la situation. Donc, si par exemple, j'ai Facebook Ads, vous avez l'impression de marcher dans un champ de mine, les yeux bandés quand vous commencez un nouvel compte publicitaire, c'est peut-être une situation qu'on peut se sentir. Donc, déjà là, je vais avoir l'attention. Et après ça, on veut peut-être remuer un petit peu le couteau dans la plaie. On veut rendre le problème un petit peu plus sérieux. Donc, on veut dire, par exemple, pire encore, quand vous lancez des publicités, que vous ne mesurez pas nécessairement vos résultats, vous ne savez pas où aller, ça te fait en sorte que vous brûlez de l'argent puis vous le savez même pas. Vous savez pas vraiment comment ça peut être rentable pour vous. Puis là, c'est de l'inspiration sur le moment. Il y aurait une manière de mieux le formuler que ça. Mais c'est juste de dire, on a ciblé un problème. Après ça, on l'agite un petit peu. Et une fois que le problème, on l'a agité, c'est là qu'on va présenter la solution. Donc là, le problème est grave, c'est quelque chose qu'on veut régler. Là, on peut présenter notre solution. Donc, c'est à ce moment-là que notre produit XYZ intervient. Et là, une fois qu'on a présenté notre solution, on va vouloir développer notre crédibilité parce que la personne ne va pas nécessairement croire tout ce qu'on dit sur parole. Donc, on veut avoir des éléments qui vont prouver qu'on ne dit pas n'importe quoi. Donc, on va vouloir montrer des preuves, on va vouloir montrer peut-être des avis, des études de cas, des parutions sur le journal. Donc, tout ce qui peut servir de preuve. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va arriver à l'appel à l'action. Donc, on va dire c'est quoi la prochaine étape et on va leur expliquer un petit peu avec notre offre, notre produit, exactement qu'est-ce qu'ils vont obtenir avant de donner une raison d'agir maintenant. En gros, c'est les grosses lignes là, de qu'est-ce qu'on doit inclure dans notre vidéo. Et après ça, on peut être quand même créatif dans chacune des sections. Là. Il n'y a pas un format qui est le format ultime qu'on doit utiliser. Après ça, c'est de faire des tests et d'adapter. Je suis sûr qu'on peut trouver plein de modèles là, sur Internet assez facilement à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Et c'est parfaitement logique. La construction, dont tu nous fais part. J'ai envie en plus d'appuyer sur le fait que tu aies dit agiter le problème. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire que on a on a un problème qu'on va essayer de résoudre. On va proposer une solution et j'hésite pas, même dans mes vidéos, mes propres vaisselles, à rementionner derrière, à dire si vous faites rien là, voici ce qui va se passer, voici ce qui va empirer. Ok, c'est vraiment appuyer sur le fait que là, tu as vraiment une opportunité pour arrêter avec ce problème ou atteindre cet objectif. Et si tu prends pas la décision de partir avec moi,
ça va soit le retarder, soit tu vas partir d'encore plus loin. Donc c'est vraiment un truc que j'adore faire et que je retrouve. Donc c'est cool qu'on y pense tous les 2. Bah, écoute, trop bien pour cette optimisation. Est-ce que tu avais un autre point à nous mentionner sur la VSL ou tu veux qu'on passe à la seconde optimisation? Ben, je pourrais juste mentionner une chose que je rencontre souvent, c'est qu'on a peur de faire une VSL. C'est Oui. des choses qui peuvent être quand même, Ouais. c'est ça, il y a plein de craintes qu'on peut avoir. Est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que ça va être, tu sais, on essaie que ça soit parfait. Mais la réalité, c'est que les gens, ils veulent voir un humain en général. Ils veulent voir quelque chose d'authentique. Donc, même si on a un script, souvent, qu'est-ce que je dis, c'est mieux on a créé notre script, mais on le met de côté, même si on n'a pas dit parfaitement qu'est-ce qu'on voulait dire, on a suivi les ordres des choses, mais souvent, c'est pas plus grave que ça. Et même que ma VSL que je parlais de 33% de vente, je pense que ma caméra était même croche quand je l'ai filmée. L'éclairage était très mauvais et ça a quand même augmenté mes ventes. Donc, faut vraiment pas avoir peur de dire, il faut que ça soit parfait. En fait, c'est même des fois mieux selon le domaine. Là, c'est toujours selon la niche. Mais des fois, que ça soit pas parfait, ça va même ajouter un élément de crédibilité parce que ça montre qu'on est humain et qu'il y a vraiment un vrai humain derrière, que c'est pas stagé puis on va pas nécessairement essayer d'arnaquer le monde. Donc, des fois, il faut s'enlever une pression là-dessus quand on essaie de faire une VSL. Fait que c'est juste pour ceux qui ils disent, c'est très intéressant, mais faites juste l'essayer. Au pire, ça sera pas parfait, vous l'enlevez par la suite. Au moins, vous l'aurez essayé, puis ça peut prendre une après-midi à composer et à filmer là, si on fait ça rapidement. Là. De toute façon, vous devez avoir une VSL. Si vous êtes un infopreneur, si vous faites du lead gen et que vous n'êtes pas nécessairement une grosse compagnie, comment dire, pas une compagnie déshumanisée, mais une compagnie où il n'y a pas de visage en fait, où là je comprendrais que vous n'ayez pas tellement envie d'en faire une. Dès lors que vous représentez quelqu'un, enfin vous êtes quelqu'un pour la communication de cette compagnie, il faut une VSL. Ça c'est certain. Et tu l'as montré. Tu as un e-commerce qui est passé d'un taux de conversion de 1,5 à 6%. Tu as ton tripwire qui a augmenté de 36% les conversions et tu es passé de $120 le lead à $20 le lead grâce à une VSL. Il n'y avait pas que ça, mais une partie en tout cas de comment dire, de ces résultats, tu l'imputes à la VSL. OK. Bon, déjà, grosse optimisation ici qui peut être attribuée ou qui peut être appliquée à beaucoup d'annonceurs différents. Je te propose de passer à la deuxième optimisation. Quelle est-elle? Oui, je vais lancer un peu des fleurs à l'académie. En fait, c'est que là, à peu près un an, vous aviez sorti une optimisation là, de tests qu'on pouvait faire là, pour tester plusieurs accroches, plusieurs hooks. Et ça aussi, là, ça m'avait, avec un client, c'est vraiment le meilleur étude de cas que j'ai avec cette méthode de test-là, mais on était passé d'un ROAS de 3 à 15. OK. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, évidemment. Ça avait pris à peu près un mois de test là, quand même assez intensif, mais c'est quand même des résultats que je trouve impressionnants. Donc, je lance les fleurs à l'académie parce que c'était vous qui nous l'avez montré là, comment qu'on faisait. Mais pour faire court, là, en gros, comment ça consistait, là, c'est qu'on va toujours essayer d'isoler une variable. Donc, on testait au début là, plusieurs angles d'accroche et par la suite, on a trouvé un angle qui fonctionnait bien. Donc, on s'est mis à segmenter chacun des éléments. Donc, le titre, le hook, l'image, donc le cœur du message. Et là, on testait 10 titres, par exemple. Et là, on gardait le meilleur. Et par la suite, on testait 10 hooks. Et après ça, on reprenait, on itérait comme ça. Et on a fait à peu près 5 à 6 tests d'affilée. Okay. Et c'est vraiment à force de garder toujours la meilleure version qui nous a permis d'atteindre ces résultats-là. Merci Jordan. Petite parenthèse pour ceux qui nous découvrent et qui ne savent pas ce que c'est la J7 Academy. C'est un écosystème dont la promesse est très simple. C'est on prend n'importe quel média buyer, qu'il soit débutant, pro, intermédiaire, etc. Et on le fait devenir meilleur, mais surtout, on le fait rester meilleur sur Facebook Ads. Si ça vous intéresse, allez sur j7academy.com, sinon dans les notes de l'émission. Je reviens à toi, ton test. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? C'est-à-dire, quel était le type de client avec lequel tu as fait ce test? Tu as mentionné que c'était un mois. Tu as mentionné que tu avais testé plusieurs variables, dont le titre, le hook. Est-ce que tu étais parti du meilleur produit? Est-ce que tu étais parti d'un produit sur lequel vous n'aviez aucune connaissance? Comment ça s'est un peu passé, le contexte surtout? C'est ça. Donc, en fait, cette étude-là, c'était sur un e-commerce, mais on l'applique sur à peu près tous les comptes, là, étant donné les résultats que ça va apporter. On va jamais commencer par cette optimisation-là, dans le sens que quand on commence à zéro, on veut trouver un produit gagnant, une offre gagnante, un angle d'accroche qui fonctionne bien. Mais c'est une fois qu'on a déjà quelque chose qui fonctionne bien, là, on va vouloir l'optimiser, on va vouloir scaler le compte.
Donc, souvent, quand on teste, ben, ça nous permet d'augmenter le budget et ça nous permet d'améliorer les résultats en même temps. Et c'est de cette manière-là là, qu'on réussit vraiment à cibler. Donc, on a vraiment pris le produit gagnant avec l'audience gagnante, avec l'angle gagnante. OK. Et après ça, on s'est mis à décliner dans le fond, à se dire, ben, ce titre-là va bien, mais qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre par rapport à ce titre-là, tout en gardant les autres éléments. Et là, on fait des tests, on fait des hypothèses, on note qu'est-ce qu'on voit qui fonctionne bien. Et là, on fait un deuxième test. Des fois, on reste 2 fois sur le titre. Dans ce cas-ci, ça a juste bien été là, à chaque test on voyait des améliorations, donc on passait au suivant. Mais si on voit pas d'amélioration, s'il y a rien qui nous empêche de retester à nouveau 10 titres, par exemple. Et donc, grâce à ça, tu es passé d'un ROAS de 3 à 15. Est-ce que sur cette période-là, vous avez aussi augmenté le budget du coup? Oui, on a augmenté, là, mais c'était pas un compte qui avait énormément de budget non plus. Là. Si on dépensait 50 000 par mois avec 3 à 15, là, ça m'aurait surpris. Ouais. Mais c'est un compte qui dépensait, on est passé de peut-être 5 000 par mois à 10 000 par mois. Donc, Ben, c'est c'est pas énorme un aussi. énorme compte, mais ça reste ouais. quand même élevé. Là. Non, mais c'est énorme dans le sens, en un mois, c'est ça? Tu as doublé le budget, en Ouais, fait, c'est ça. grâce à ça. Ouais, C'est quand même, exactement. ça reste quand même énorme. C'est Ouais, c'est ouais. incroyable. Et du coup, petit point, mais comme tu l'as mentionné, d'abord, Jordan est parti d'un élément qui fonctionnait avant de faire ses petits tests. Moi, c'est aussi quelque chose que je vous recommande. Quand on ne sait pas avec une pub où vous n'avez aucune idée des performances, à tester des petites variables parce que un titre ou un hook, une tagline, et cetera, ce sont des petites variables par rapport à l'élément de base, le concept publicitaire. Est-ce que ton concept fonctionnait? Et toi, tu as validé d'abord ça avant de commencer à décliner, itérer, et cetera, et cetera. Donc, tout ce genre de petits tests qui, certes, fonctionnent très, très bien, qui, toi, t'ont permis d'augmenter ton ROAS et en plus de ça, de doubler ton budget dépensé sur un mois, c'est quelque chose à faire. Mais d'abord, trouvez votre concept publicitaire. Est-ce que tu as d'autres conseils sur ce point-là? C'est vraiment important de avoir un concept qui fonctionne bien avant de se mettre à optimiser là, chacun des petits éléments de manière granulaire. Au début, il faut quand même viser assez large pour savoir Ouais. ben, quel concept fonctionne bien, quelle offre fonctionne bien. C'est seulement une fois qu'on a trouvé ça qu'on peut se mettre à courir davantage, aller faire des tests un peu plus précis, augmenter son budget. Donc, je mets juste de faire attention à cet élément-là avant de se mettre à optimiser, par exemple, juste le titre ou juste l'image en soi ou la couleur, par exemple. Donc, c'est vraiment important. Mais une fois qu'on a un angle, ben, c'est très important aussi de faire ces tests-là, de les noter et de juste essayer d'apprendre. Donc, pas juste faire des tests pour faire des tests, mais de faire des hypothèses et de valider ces hypothèses avec des données. Donc, ça sert à rien de juste faire des tests pour faire des tests. Là. Et tu as mentionné aussi un truc qui est purement dans l'exécution et qui est très bien quand vous faites des tests. Notez ce que vous faites, notez ce qui a fonctionné, notez ce qui n'a pas fonctionné. Parce que, bon, disons sur un annonceur, le premier mois, la première semaine, vous allez vous en souvenir. Mais quand vous ajoutez plusieurs annonceurs et que ça fait, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois, voire un an que vous faites des tests, il y a un moment, ça sera impossible de se souvenir de quoi que ce soit. Et si vous voulez transmettre ce savoir derrière un autre média buyer, à l'annonceur ou n'importe, bah, ça sera complètement impossible. Donc, comme tu l'as dit, notez ce que vous faites. Pensez-le en amont aussi. Faites pas des tests pour en faire. C'est juste qu'est-ce qui pourrait améliorer par rapport à mon message publicitaire, à la pertinence de X ou Y, Z. Donc, vous lancez pas juste pour tester. C'est vraiment pensez-le et notez-le parce que ça va aller très très vite. Euh, très bien pour cette optimisation. Quelle est ta dernière optimisation, Jordan? Donc, c'est pas nécessairement une optimisation, mais plus une vision à avoir quand on fait des publicités. Et je pense que le meilleur exemple, ce serait avec mes publicités dans le sens que j'ai commencé à scaler mon compte et j'ai un ROAS de 5, de 0.5, je veux dire. Donc, en gros, là, c'est que pour chaque dollar que je dépense, je génère à peu près 50 cents de chiffre d'affaires. Et sur ce 50 cents-là, j'ai des dépenses pour produire ce service-là. À première vue, on se dit, ben, c'est un peu imbécile de scaler des publicités avec un ROAS de 0.5, mais c'est justement en ayant une vision de valeur à vie par client, ça nous permet d'aller acquérir des clients qui, derrière, peuvent faire des rachats récurrents, peuvent acheter plusieurs fois, peuvent acheter des upsells, peuvent acheter d'autres produits. Et c'est cette mentalité-là qui nous permet d'aller acquérir des clients, de scaler notre compte. Et si on sait que, par exemple, un client, peut-être que aujourd'hui, c'est pas profitable, mais que dans un an, il nous rapporte 1000 $, ben là, on peut avoir une autre vision si on a le cash flow pour scaler notre compte pareil. Donc, ça nous permet de dire, ben, on a peut-être un peu moins de pression sur l'acquisition à froid de nouveaux clients. Donc, c'est vraiment plus cette vision-là de valeur à vie, comment qu'on devrait le calculer.
et se poser cette question-là de est-ce que je peux me permettre d'aller dans le rouge pendant 1 mois, 2 mois si j'ai des upsells derrière ou si je suis capable de fidéliser ses clients. En fait, tu parles un peu de se créer une fondation financière, c'est-à-dire de mon acquisition me coûte tant, elle me rapporte tant dans l'immédiat, elle me rapporte tant dans 1 mois, 3 mois, 2 mois, voire 1 an, et cetera. Et quel risque je suis prêt à prendre et qu'est-ce que ça, comment dire? Qu'est-ce que ça me donne comme coût d'acquisition, par exemple? Toi, ça va être des leads ou des achats? Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai un Tripwire, donc c'est sûr que c'est des achats, mais la plupart des personnes, ça va être des leads. Donc, quand on a un lead, par exemple, ben, on paye pour avoir un rendez-vous, puis par la suite, on essaie de lui vendre quelque chose. Mais c'est sûr que si on se dit, ben là, j'ai juste un produit et je vends juste une fois, ben là, c'est difficile à scaler ces publicités. Alors que si on peut avoir d'autres produits, on peut avoir une récurrence derrière, ben c'est sûr que déjà là, s'enlève une pression. On peut se dire quasiment, est-ce que je suis capable de break-even sur cette acquisition-là pour ensuite avoir des clients qui sont plus fidélisés et bâtir mon entreprise de cette manière-là. Et c'est vraiment quelque chose qui peut faire qui est un game changer là, quand on fait de la publicité. Vous en parlez aussi dans l'académie de comment bâtir cette fondation-là, je crois, il me semble. Oui, oui, c'est ça, Eh ouais. bien Pour les quoi? lead gen Ouais, OK. comme pour les e-commerce, ouais. OK, ben c'est ça. Une fois qu'on a cette vision-là, ça peut faire un énorme changement sur le compte publicitaire, comment qu'on va gérer nos dépenses aussi en acquisition. Ça va être bien plus une question de dans combien de temps je peux récupérer mon argent. Est-ce que j'ai le cash flow et je peux prendre le risque? Dans ce cas-ci, parfait, j'ai augmenté et ça me permet de ne pas rester coincé à un certain palier en dépenses publicitaires. Sur Facebook Ads, vous avez 2 options, en fait. C'est soit vous pouvez œuvrer à diminuer votre coût par acquisition, alors via des pubs, via des VSL comme on a pu se dire, via des optimisations, des tests et cetera et cetera. Ce qui potentiellement a une limite dans tous les cas, c'est certain. C'est certain que vendre un produit, je ne sais pas, à 500 $, une formation, un service, potentiellement sur Facebook Ads, sur une audience froide, vous pouvez peut-être la vendre à, je ne sais pas, 100 € le coût par achat. Mais c'est certain que vous n'arriverez pas à tomber à 2 €. C'est pas possible, OK? Je vous le souhaite, mais ça risque de pas être possible. Donc vous avez soit ce choix-là, soit le choix d'augmenter justement le panier moyen et justement, toi, c'est ce que tu fais avec ton Tripwire. Donc je l'ai expliqué, c'est un tunnel de vente dans lequel on vous fait une première proposition, vous l'achetez et lorsque vous allez terminer votre achat, on vous en fait une deuxième qui est tout aussi agressive, tout aussi exclusive. Et généralement, les gens vont augmenter leur panier d'achat en ajoutant ce service. Donc, on est complètement là-dedans. Et là, du coup, c'est de se poser la question, ces gens-là, je suis prêt à les acheter à combien? Et dans combien de temps ils vont devenir, enfin, leur valeur, la valeur de ces clients, va augmenter de façon assez volumineuse pour moi me permettre de mettre plus d'argent après sur Facebook Ads. Donc, faire tous ces calculs, faire toutes ces maths entre guillemets, c'est hyper important pour savoir où vous en êtes en termes d'entreprise, mais où vous en êtes aussi sur Facebook Ads. Est-ce que tu as d'autres conseils sur ce point-là ou d'autres points que tu aimerais aborder? Ouais, ben, tu parlais de upsell justement, là, donc je fais une précision de dire, ben, vous pouvez ajouter des order bumps, donc des Aussi, ouais. produits qu'on peut acheter en un clic quand on fait un achat, par exemple, c'est quelque chose qui peut augmenter votre panier moyen. Il y a les upsells après, donc des one-time offers, par exemple, on a acheté, puis on propose une autre offre directement après l'achat qui s'achète en un clic. Et une fois que cet achat-là est fait, ben, est-ce qu'on est capable de leur proposer un mois plus tard un nouveau produit, une récurrence d'acheter le même produit? Est-ce qu'on peut offrir une mensualité avec quelque chose d'autre, des offres complémentaires? On peut aussi faire de l'affiliation. Donc, ces clients-là, on peut leur proposer d'autres choses, étant donné qu'on a déjà une confiance avec eux, ils ont vu nos services, qu'est-ce qu'on peut offrir. Ben, souvent, c'est plus facile de vendre une deuxième fois à ces clients-là. Donc, c'est juste pour rajouter une précision là, à ce niveau-là. Oubliez jamais qu'un client existant, c'est une mine d'or dans le sens où c'est beaucoup plus facile à faire reconvertir. Évidemment, ça dépend aussi de votre domaine d'activité. Si vous vendez, je sais pas, des vêtements pour une maman, enfin une très jeune maman, et cetera, c'est sûr que dans 9 mois, ces vêtements-là, si vous leur en proposez encore, ça risque de moins marcher. Mais l'idée, c'est effectivement, lorsque vous avez des clients, essayez de trouver des manières pour les réactiver parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'aller convertir des personnes qui ne vous connaissent absolument pas. Vous connaissez évidemment cet adage. Jordan, merci pour toutes ces optimisations parce que je pense que tu avais terminé là-dessus. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu aimerais donner à notre audience à propos de Facebook Ads,
des éléments là que tu as découvert récemment ou qui te suivent en permanence lorsque tu lances une campagne Facebook Ads? Ben, c'est sûr que je dirais que les avis sur Google ou avoir juste quelque chose sur notre page, là, ça serait la dernière chose que je dirais de faire attention dans le sens que toutes les personnes qui voient les publicités souvent avant d'acheter ou avant d'aller de l'avant, ils vont cliquer sur soit le petit lien, il y a à peu près un 10 à 20% qui vont aller voir sur Google à quoi ressemble votre site web ou aller voir votre page sur Facebook. Donc, c'est sûr, si on a absolument rien, des fois, ça peut être plus difficile de convertir ces personnes-là. Ou si on n'a aucun avis sur Google, c'est la même chose. Donc, des fois, juste demander des avis pour avoir des 5 étoiles sur notre page Google My Business, c'est quelque chose qui peut augmenter indirectement nos ventes. C'est quelque chose aussi que je pourrais recommander de juste essayer d'avoir toujours plus d'avis à ce niveau-là. Là. Bien sûr, de la preuve sociale. Et ça me fait même penser à un autre point que j'avais traité dans un des No Pay, No Play, je pense. Lorsque vous avez des commentaires négatifs sur vos pubs, parce que ça peut arriver, ça arrive, ça arrivera, etc. Vous avez deux options. Soit c'est des commentaires qui sont un peu constructifs ou des commentaires de gens déçus, etc. Dans ces cas-là, profitez-en pour amener un argumentaire de vente, évidemment. Bon, moi, je vois ça comme des perches qui vous sont tendues pour montrer à quel point vous êtes confiant dans votre produit et vous savez le vendre. Par contre, si vous avez des commentaires négatifs qui sont juste ultra insultants, qui en ont rien à faire de ce que vous vendez, qui vous traitent de tous les noms, etc. Bon, là, il n'y a pas de commentaire commercial à mettre derrière. Vous les enlevez directement, vous les supprimez, vous bannez les gens qui ont mis ça, parce que si vous mettez ça sur une première publicité, il y a peu de chances que s'ils revoient une autre publicité de vous, ils convertissent derrière. Donc voilà, parce que c'était une question que j'avais reçue pour un des podcasts. Jordan, merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire affaire à toi ou à Novasite? Ben, c'est sûr qu'on peut juste marquer mon site, là, Novasite, Novacites. Ouais. Donc, on trouve mon site web et il y a un formulaire là, pour prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe facilement. Ok. Et tu es actif aussi sur LinkedIn. Je mettrai tous tes réseaux sur les notes de l'émission aussi. OK, bon, ben c'est parfait. Mais oui, surtout Facebook puis mon site web, là, c'est rare que je vais sur LinkedIn. Là. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir donné ces optimisations, de nous avoir donné tes retours aussi. La VSL, vraiment, je trouve ça hyper important. Donc notez-le bien, parce que les quelques fois où je suis allé sur les funnels, les lead magnets, etc. de membres de l'académie, j'en voyais pas beaucoup. Donc je suis content que tu en parles, parce que c'est vraiment pour moi un no-brainer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris ce temps pour nous expliquer des optimisations qui ont fonctionné. Et potentiellement, je te dis peut-être à bientôt sur un autre épisode de No Pay No Play. Avec plaisir. Très bien. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, et moi aussi je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.